Bonjour Christophe Endura. Bonjour. Vous êtes le premier invité d'une série d'entretiens que nous lançons avec l'IRIS, consacrés aux questions internationales. Donc d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, et puis de vous accompagner pour ce premier numéro d'une longue série, j'espère. J'espère aussi. Alors vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Avec vous, aujourd'hui, on va mettre le cap sur le Chili pour tenter de comprendre les ressorts de grands chamboulements politiques et sociaux à l'œuvre. En 3 dates, 18 octobre 2019, une révolte sociale est déclenchée suite à l'annonce de la hausse du ticket de métro dans la ville de Santiago, donc capitale chilienne. 25 octobre 2020, les Chiliens plébiscitent par référendum un changement de constitution. La constitution en vigueur actuellement est une constitution héritée de la dictature de Pinochet et il valide également l'élection d'une assemblée constituante. Et enfin, les 15 et 16 mai prochains, va avoir lieu l'élection de la Convention constitutionnelle. Donc là, la chronologie nous indique bien qu'on assiste à un événement historique majeur. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Chili, qui est un pays qui est généralement pas tellement sous le radar des observateurs et des médias en France, en tout cas, pourtant, c'est un pays où il se passe des choses absolument déterminantes pour l'Amérique du Sud et peut-être au-delà, qui méritent effectivement un éclairage très important. Alors, vous l'avez dit, le Chili, d'un seul coup, a ressurgi un peu dans les relations internationales à la fin 2019, à la faveur d'un mouvement social d'une puissance inédite dans ce pays, non seulement depuis le retour de la démocratie en 1990, mais même avant la dictature de Pinochet, même à l'époque de Salvador Allende, qui a été une époque aussi de bouleversement très important au Chili, il n'y avait pas eu un mouvement populaire aussi important que celui dont on parle aujourd'hui, qui démarre effectivement en octobre 2019. Rappelons-nous du contexte, il y avait d'autres insurrections comme ça, sociales, en Équateur, aussi au même moment, en Colombie. On est avant l'arrivée de la pandémie, en fait. Et donc, il y a comme ça une fin d'année 2019 d'ébullition sociale partout en Amérique latine, mais pas qu'en Amérique latine, également au Moyen-Orient, en Irak, etc. On est dans cette séquence-là. Et à la source de ça, il y a les questions sociales. Et à la source de ça, ce sont des mobilisations populaires, larges, où on trouve 2 secteurs essentiellement qui sont un peu la pointe avancée, mais il n'y a pas que, mais c'est 2 secteurs importants. C'est la jeunesse, les jeunes, les étudiants, et puis les femmes en général, je vais expliquer un peu pourquoi. Mais ces 2 mouvements-là sont la colonne vertébrale d'un mouvement qui va devenir immense. Alors ça commence en fait le 6 octobre, lorsque le gouvernement de Sebastián Piñera, qui est un gouvernement de droite, libéral, certains diraient ultra-libéral, annonce une énième augmentation du prix du ticket de transport pour la métropole de Santiago. Alors, il faut rappeler qu'à l'échelle du Chili, c'est 19 millions d'habitants, c'est à peu près 6 ou 7, enfin un peu plus de 6, qui vivent à Santiago. C'est typique de l'Amérique du Sud, où vous avez des pays dont la capitale, la ville, la métropole, concentre parfois un tiers, parfois jusqu'à la moitié de la population globale du pays. Il faut avoir ça en tête. Donc, tout se passe là, en fait. La ville est vraiment le noyau et le centre névralgique de la vie politique et sociale. Le gouvernement annonce une énième hausse du prix du ticket de transport de quelques centimes. Alors on peut se dire c'est rien du tout, mais en fait c'est un événement déclencheur de quelque chose qui était déjà largement présent. C'est le principe de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Exactement, comme souvent dans l'histoire, ce sont des choses qui paraissent anecdotiques pour les décideurs, qui sont en réalité essentielles pour une majorité d'individus qui déclenchent absolument. des révoltes. D'ailleurs, il ne faut pas aller chercher très loin pour avoir une comparaison. Rappelons-nous des Gilets jaunes en France. Gilets jaunes, quel est votre métier ? C'est exactement le même genre de mécanisme. Les événements déclenchent des situations qui étaient déjà, en fait, dont les conditions étaient déjà préparées, parce qu'il y avait déjà, depuis très longtemps, et je file ma métaphore du ticket, en réalité, ce qu'on ne nous a pas souvent dit, c'est que ce ticket-là avait déjà beaucoup augmenté depuis des mois et des années auparavant. Ce qui fait que pour toute une partie de la population chilienne et les parties les plus vulnérables, les plus précaires, donc les étudiants, les jeunes, les femmes, qui, au Chili comme ailleurs en Amérique du Sud, ces dernières années ont connu à la fois, un accès à un niveau d'éducation très très haut et qui sont arrivés massivement sur le marché du travail en s'émancipant d'une certaine manière de leurs conditions antérieures, de femmes au foyer, etc., pour arriver dans le marché du travail, l'économie, l'activité, etc., mais à des postes subalternes et surtout précaires.
Donc on a, si vous voulez, cette conjonction-là. Et pour tous ces gens-là, l'augmentation du prix est de quelques centimes. Ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose qui les met sous pression économique et sociale. Et donc ça explose le 6 octobre. Rappelons-nous que Sébastien Piñera, à ce moment-là, commentait sur le fait que le Chili était un oasis. Voilà. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Parce que l'Équateur est en ébullition, la Colombie, le Brésil, etc. Donc voilà comment ça démarre cette affaire-là. Et puis ça va aller très vite, c'est que 2 millions de personnes, le 25 octobre 2019, vous en avez parlé sur la place centrale d'Italie, on a 2 millions de personnes sur 19 millions d'habitants et 6 millions de gens qui vivent à Santiago, il faut voir ce que ça veut dire. Et la répression, tout de suite, c'est la réponse du gouvernement de Piñera. La première réponse, c'est une vague de répression. On va revenir sur cette question évidemment majeure de répression par la violence. Mais avant cela, je voulais juste qu'on s'arrête un petit peu sur un marqueur assez important parce qu'il a été, on l'a observé dans d'autres soulèvements populaires. On parlait vous le rappeliez, les Gilets jaunes en France également. C'est cette notion de droit qui a vraiment très vite émergé dans les revendications des manifestants comme une volonté de se réapproprier le droit avec cette conscience un peu majeure qu'effectivement, aucune réforme n'est possible sans une transformation de la Constitution. Donc très vite, ça s'est imposé comme un thème majeur de cette révolte. Est-ce que vous pouvez nous Oui, en dire absolument. C'est vrai qu'une des exigences centrales de ce mouvement, disons, divers dans sa composition, il y avait quand même un certain nombre d'exigences communes à tout le monde. La question d'une assemblée constituante, d'une nouvelle constitution pour le Chili, était déjà très mûre. C'est une des principales revendications de ce mouvement, que d'ailleurs va concéder ultérieurement, on y reviendra, le gouvernement de Piñera, ce qui nous emmène à l'actualité. C'est une demande explicite de ce mouvement. Alors, l'exigence d'une nouvelle constitution au Chili, c'est pas né en octobre 2019 avec ce mouvement. Le mouvement l'a porté comme une exigence centrale, mais ça fait très longtemps qu'au Chili, cette idée justement qu'il y a un lien intrinsèque entre la question des droits sociaux et politiques pris dans leur ensemble que revendique la population, parce qu'au Chili, précisément, ces droits sociaux et politiques ne sont pas reconnus, même limite n'existent pas en tant que tels au Chili. C'est une des caractéristiques de cette constitution chilienne de l'époque de Pinochet de 1980. C'est que, si vous voulez, c'est une constitution très libérale au sens, politique et économique du terme, parce qu'elle grave dans le marbre un certain modèle social et économique en codifiant tout le droit autour de l'idée que ce qui est primordial dans une société, c'est la liberté des individus. Et donc la liberté de toute personne et du droit privé en particulier, et qui s'applique dans l'économie. Et donc les droits sociaux, entendus comme un ensemble service de base qui doivent être rendus à la population parce que c'est un droit, n'existent pas dans la Constitution chilienne. C'est ça le fond de l'affaire dans la Constitution chilienne. Dans tous les services de base à la population, l'éducation, la santé, si vous voulez, les ressources naturelles à qui elles appartiennent, la Constitution chilienne, dans une acception très libérale, considère que tout cela doit garantir la liberté de ceux qui vous fournissent le service et non pas la garantie du droit à avoir accès à ce service. C'est ça la grande rupture, la grande fracture de cette Constitution. Du coup, la Constitution, elle reconnaît sur toutes ces questions sociales, ces fonctions sociales, que vous avez le droit, si vous étiez chilienne, vous par exemple, vous auriez le droit à avoir accès à la santé, vous auriez le droit à avoir accès à l'éducation, vous auriez le droit à avoir accès à l'eau, par exemple. Mais ce n'est pas l'eau, l'éducation ou la santé qui est votre droit. Vous avez un droit à avoir accès. Et ce qui est très important, c'est que ça garantit la liberté de ceux qui vont vous donner accès à ça. Et donc, c'est là qu'on arrive dans la dimension néolibérale de cette Constitution, parce que finalement, elle donne des droits, de manière primordiale, aux acteurs privés de l'économie qui vous donnent l'accès à cette fonction sociale. Et c'est ça que depuis très longtemps, au Chili, des mouvements sociaux remettent en cause pour finalement renverser la logique et la hiérarchie des normes en remplaçant, si vous voulez, la notion d'avoir un droit, un accès à quelque chose en droit à avoir cette chose. C'est ça la grande différence qu'il y a entre le mouvement social et puis les élites chiliennes et qui ont permis à ces dernières de
constitutionnaliser le modèle économique et social qui est celui du Chili et qui est un des modèles les plus libéraux de la planète en matière économique, ça c'est certain, avec protection du droit privé de la propriété, des agents économiques et qui restreint l'État, qui enlève l'État de l'économie en fait et qui fait que l'État n'a que pour fonction de garantir que les acteurs privés aient la toute possibilité de donner accès donc dans des formes privatisées et marchandisées à ce que le mouvement populaire chilien, lui, exige en tant que droit social pour tous les Chiliens. C'est ce qui aboutit à ce qu'aujourd'hui, en tout cas, l'ensemble du secteur public quasiment est privatisé. La santé, évidemment, l'éducation, mais aussi l'eau, par exemple. L'eau, les mers et les lacs chiliens appartiennent à des multinationales. Tout à fait, puisque la Constitution considère que c'est le droit privé qui est primordial en toute chose et les agents économiques sont protégés plus que tout le reste par cette Constitution. Donc oui, depuis des décennies, éducation, santé, ressources naturelles, etc., eh bien, l'État ne peut pas, en quelque sorte, avoir un contrôle dessus dans le but de les mettre au service d'un intérêt commun, finalement, ou d'un intérêt général. C'est une notion qui n'existe pas, il n'existe que la notion de liberté privée. Et il faut rappeler que cette constitution a été d'une certaine manière presque construite sous l'influence des Chicago Boys chiliens, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot, dont je crois que le frère de l'actuel président Sébastien Piñera est un des pionniers. Tout à fait. Donc, alors, ça nous renvoie à l'histoire un peu longue du Chili, mais vous savez que le Chili, disons, dont on connaît en général l'histoire par le choc de la dictature et puis du bombardement du palais présidentiel et de la mort de Salvador Allende, qui avait été élu démocratiquement dans ce pays pour organiser une transition pacifique et démocratique vers le socialisme à l'époque. C'était ça, chose qui n'a pas du tout été acceptée par l'élite conservatrice chilienne, ni par Washington, puisque les deux se sont alliés pour l'éliminer physiquement. Et c'est ça la valeur, la signification du coup d'État de Pinochet. Mais ça, c'est ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît un peu moins, c'est le fait que Pinochet, une fois qu'il a pris le pouvoir, il a été, disons, le chef d'un gouvernement qui a fait du Chili un laboratoire, en fait, pour la mise en place et l'application des politiques dites néolibérales, enfin qu'on n'appelait pas encore néolibérales à l'époque, on est au début des années 70, ce sont les politiques des Chicago Boys. Chicago Boys, ça fait référence aux universités nord-américaines d'économie où justement la pensée néolibérale est venue finalement briser l'hégémonie du keynésianisme à l'époque, qui était plutôt une vision d'un capitalisme régulé par l'État et par des marchés nationaux, en quelque sorte. Les néolibéraux ont gagné la bataille idéologique à la faveur de la crise de ce modèle keynésien à la fin des années 60-70, c'est une autre époque, mais ils gagnent, et ils gagnent en particulier dans une université. Les Chicago Boys, c'est ça, c'est l'université de Stanford, etc., avec des économistes qui aujourd'hui apparaissent comme étant un peu la norme et disons l'économisme moyen, mais à l'époque ce sont des fanatiques assez révolutionnaires avec une stratégie. Et quand le Chili tombe dans les mains de Pinochet, eh bien il y a un accord, un pacte, on peut dire, entre Pinochet et les États-Unis et cette nouvelle école de pensée économique pour tester au Chili les politiques néolibérales, c'est-à-dire de réduction de l'État de la sphère économique, de libéralisation, de privatisation, de politique fiscale qui vont chercher à affranchir finalement les investisseurs de toute cotisation solidaire dans la société et surtout d'ouverture des économies au marché international et aux investisseurs internationaux, à commencer par les Américains et leurs multinationales. Et donc le Chili va devenir un petit peu ce laboratoire-là. Le berceau, ouais, voilà. Et la Constitution, elle est, si vous voulez, la matérialisation, le prolongement en droit de ce modèle économique pour à la fois lui donner une consistance juridique et à la fois en garantir la pérennité et la reproduction, en quelque sorte, ad vitam aeternam. C'était ça l'idée de la Constitution 80, qui donc aujourd'hui est remise sur le chantier. Alors la contrepartie de cette offensive néolibérale aujourd'hui, Christophe Ventura, c'est le Chili qui fait partie des 3 pays les plus inégalitaires de l'OCDE. C'est 1%, c'est un tiers des revenus qui sont entre les mains des 1% des plus riches au Chili, dont le président actuel Sébastien Piñera. C'est 60% des retraités qui sont en situation de pauvreté extrême, des chiffres très récents. Comment a-t-on pu parler de miracle chilien ?
On a parlé de miracle, certains ont parlé de miracle chilien parce que justement, c'est l'évolution de ce pays du point de vue des nouveaux dominants sur le plan de la doxa économique et politique internationale dans les années 80 et 90, donc la grande époque du néolibéralisme avant qu'il entame lui aussi sa crise à la fin des années 2000 avec la crise de 2008 de Lehman Brothers, etc., dans laquelle on est encore dans cette période-là. Enfin, les années 80-90, c'est Thatcher, c'est Reagan, Madame Thatcher qui était quasiment l'âme sœur d'Augusto Pinochet, puisqu'elle l'accueillera d'ailleurs quand il aura la justice au basket. Il ira là-bas se protéger, elle le protégera le plus possible de la justice, Madame Thatcher, Pinochet. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait quand même des affinités, des amitiés même très fortes entre ce type de dirigeants, Reagan, Thatcher, Pinochet, etc. Pinochet qui était vu un peu comme finalement un peu le précurseur en réalité, dans un pays du Sud, un pays du tiers-monde, comme on disait à l'époque, de cette politique néolibérale qui va après se propager partout sur la planète. Donc, pourquoi on parlait de miracle ? Parce que justement, pour les nouveaux orthodoxes, qui ne sont plus des fanatiques radicaux des années 60-70, ces néolibéraux, qui deviennent maintenant les dominants de l'économie mondiale, qui font passer sous les fourches codines de leurs préceptes toutes les politiques publiques, économiques, monétaires de la planète, y compris en France et en Europe, justement, ils considèrent qu'au Chili, on a un modèle un petit peu chimiquement pur de ce que le néolibéralisme voudrait voir partout, c'est-à-dire des sociétés où l'État est réduit à ses fonctions régaliennes les plus strictes, où il n'intervient en aucune manière dans le champ économique, où toutes les fonctions sociales sont assurées par des marchés libéralisés et des acteurs privés, nationaux mais aussi multinationaux, internationaux, où la croissance économique du pays est financée par des investisseurs étrangers, les organismes financiers comme le FMI, la Banque mondiale, etc., et où justement vous avez une espèce de société qu'on voudrait nous présenter comme étant une société de marché, à économie de marché, pure, où la main invisible assure la meilleure allocation, distribution de la richesse et du produit des sociétés. Sauf que ça, c'est une vision qui est quand même assez idéologique et assez marketing à l'époque de présenter le miracle. Mais pourquoi ça marchait ? Et encore jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce que tout le monde a un peu dans l'idée que le Chili, c'est un pays plutôt en haut du panier en Amérique latine. Mais pourquoi il y a cette idée ? Il y a cette idée parce que c'est vrai que le Chili vous montre une chose. Vous pouvez répondre à des critères économiques ou des indicateurs macroéconomiques orthodoxes, peu de dette publique, peu de déficit public, voire des comptes à l'équilibre. Vous pouvez faire ça, vous pouvez avoir une inflation qui est quasiment à rien du tout. Donc ça, c'est les grands indicateurs en général macroéconomiques libéraux. Tout ça peut fonctionner, ceux sur lesquels fonctionne par exemple l'Union européenne, tournant rond là-dessus. Vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir une économie qui est performante dans le sens où elle produit bien, elle produit. Mais vous pouvez avoir en même temps que ça un modèle de croissance et de développement qui est producteur des plus grandes inégalités sociales. C'est ça que vous montre le Chili. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un modèle qui est fonctionnel et opérationnel du point de vue du libéralisme, mais qui en même temps produit une désagrégation en fait de la société, de ses solidarités, et puis un décrochage entre des parties de la population toujours plus réduites qui concentrent toujours plus de richesses, comme vous l'avez parfaitement illustré, et puis des parties toujours plus larges de la population qui, elles, s'enfoncent dans l'abîme des inégalités et d'un accès qui se réduit à leurs droits sociaux, etc., qui ne peuvent pas se payer, finalement, pour parler simplement, qui ne peuvent pas se payer les services disponibles parce que, précisément, ils sont privatisés. C'est ce qui générait des réactions dans la société chilienne depuis les années 90, le retour de la démocratie, surtout dans les années 2000-2010 avec les étudiants qui ont été les fers de lance de ces mouvements-là autour de la gratuité de l'éducation supérieure, des femmes, j'en ai parlé, des mouvements pour les retraites, etc. Donc c'est tout ça, en fait, qui a réagi à cet état de fait et à ce miracle chilien. Et vous l'avez très justement rappelé, il ne s'agit pas d'une crise donc conjoncturelle, mais bien structurelle, puisqu'elle puise dans cette fameuse constitution qui verrouille le système dans sa globalité. D'ailleurs, on pourrait reprendre un slogan qu'on a entendu partout pendant les contestations. Ce n'est pas une histoire de 30 pesos, mais une histoire de 30 années. De 30 ans, ouais. No son 30 pesos, son 30 años. Oui, 30 años. Donc elle condense vraiment, évidemment, la volonté, en tout cas, des protestataires dont le projet était vraiment de casser ce système inégalitaire. Alors là, on arrive à une question un peu plus politique, j'ai envie de dire, au sens politicien. Dans quelle mesure on peut dire vraiment que Sébastien Piñera a cédé à cette contestation en autorisant finalement par la voie référendaire l'organisation d'une élection pour la Convention constitutionnelle? Est-ce qu'il a vraiment cédé à cette contestation ou est-ce qu'il s'agit là d'une manœuvre politique ?
Alors, c'est les deux en même temps, à mon sens. Alors, d'abord, il faut rappeler, comme on disait, ce qui s'est passé. La première réaction de Piñera, c'est la répression massive. Le mouvement démarre le 25 octobre, 2 millions de personnes submergées de ce mouvement. Après ces déclarations sur l'Oasis, Piñera, peut-être les gens qui nous écoutent s'en rappelleront, on voit quelques images à la télé française, on retrouve notre Piñera, flanqué de l'état-major militaire chilien autour de lui. Ça rappelle des choses, pour le coup, ça, au Chili, hein, voilà. Donc, que se passe-t-il? Et Piñera, quasiment, explique qu'il y a un ennemi de l'intérieur, une cinquième colonne, que ces gens sont de dangereux communistes, quasiment, et que, donc, il va falloir réagir fort. Et ils ont réagi fort. La répression, elle a été vraiment, je crois qu'on peut dire, massive et sanglante. On peut donner quelques chiffres, d'ailleurs. C'est pratiquement une vingtaine de morts, en tout cas entre 28 morts, il me semble, les derniers chiffres. Plus de 11 000 blessés, 200 éborgnés. Ça fait écho à quelque chose qu'on connaît ici en France aussi. Et 2000 personnes qui sont toujours aujourd'hui enfermées, alors on se parle, et qui attendent des procès. Et voilà, les organisations internationales se sont mobilisées, évidemment, condamner ces violences, et on est toujours en attente. Voilà, des gens qui vont voir un procès pour avoir manifesté, en fait. Donc, c'est ça la situation. Il faudra aussi évoquer les cas qui se comptent, hélas, aussi en nombre de personnes disparues. Il y a des gens disparus au Chili, de nouveau. Ça rappelle vraiment les heures les plus sombres de la dictature. C'est vrai que l'armée chilienne, de ce point de vue-là, en général, a une certaine expérience. Donc, des gens disparus. Il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles aussi, contre les gens arrêtés, les femmes en particulier, beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui est très sombre de ce côté-là et qui va être un boulet qu'aura Piñera au pied, de toute façon, qui va le suivre encore pendant plusieurs années, parce que c'est pas clair encore. Et d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse. Est-il vrai qu'ils se sont parlé avec Emmanuel Macron pour échanger des conseils de gestion de crise? Tout à fait. Ils se sont apparemment parlé, dans le sens où M. Piñera a consulté, semble-t-il, M. Macron. Et donc, oui, il semblerait qu'il y a bien eu là-dessus. Alors, peut-être même qu'il s'en a inspiré, puisque ça nous amène à la deuxième partie de sa réaction. C'est après la main forte, la main dure. Et comme ça ne désemplissait pas et que par ailleurs le mouvement était toujours très puissant, M. Piñera, finalement, a lâché des choses. Qu'est-ce qu'il a lâché? Il a lâché plusieurs milliards de dollars d'un seul coup, un peu comme M. Macron lors de la crise des Gilets jaunes. Il a lâché plusieurs milliards en proposant des mesures d'urgence pour augmenter ici les très faibles pensions de retraite des Chiliens. Là, en promettant de mettre un moratoire sur l'augmentation des prix du transport, de la nourriture. Là, en augmentant un peu le salaire minimum. Enfin, une série de choses un petit peu qui rappellent le président Macron en France pour calmer un peu le jeu. Bon, ça, c'est la deuxième partie de sa réaction à Piñera. Et puis la troisième partie, c'est que, acculé par la puissance de ce mouvement qu'il n'arrive pas à contenir, effectivement, il concède au mouvement une de ses principales revendications, qui est le processus constituant. Alors, il ne le fait pas par conviction, il ne le fait pas parce qu'il pense que c'est une bonne idée, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. C'est ça ou c'est la guerre sociale, en quelque sorte. Bon. Il décide de le faire. Alors là, attention, c'est pas de tout repos pour lui, parce que dans son propre camp, il est perçu comme un traître à ce moment-là. Et son propre camp, c'est vraiment la droite dure et l'extrême droite chilienne, qui n'a rien à envier, encore une fois, à Jair Bolsonaro au Brésil, etc. Alors, en plus, je ne rentre pas dans le détail, mais dans l'élection présidentielle, M. Piñera a eu fort affaire avec son extrême droite. Un candidat aussi qui s'appelle M. Katz, qui, vraiment, c'est l'extrême droite, quoi, chimiquement pure, pro-bolsonariste, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et qui, peut-être, lui-même jouera un rôle politique à l'avenir au Chili, c'est possible. Donc il devait gérer avec cette droite dure qui lui a dit jamais négocier avec les communistes, la gauche, etc. On va les écraser. Et donc M. Piñera a dû jouer un peu sur tous les terrains pour finalement concéder quelque chose à ce mouvement. Alors il a concédé la fameuse constituante sous des formes un peu particulières qui lui permettent quand même de garder un contrôle dessus, on va peut-être en reparler, mais en tout cas tout ça aboutit à ce qu'au 15 novembre 2019, il y a un accord national qui est signé entre tous les partis politiques, voilà, qui est un accord qu'on appelle pour la paix sociale et la nouvelle constitution, qui va être signé par tous les partis, quasiment tous les partis, sauf le Parti communiste qui ne le signe pas, autour d'un accord minimal sur des mesures d'urgence sociale, j'en ai parlé, je les ai évoquées rapidement, et puis l'engagement d'un processus menant vers peut-être une nouvelle charte fondamentale des droits fondamentaux
du Chili. Donc c'est ce qu'il a concédé. Et puis maintenant, on est dans ce processus qui nous emmène aux élections du 15 et 16 mai. Il y a eu une bataille sémantique entre Assemblée constituante et Convention constitutionnelle, entre le gouvernement en place et les Chiliens. Et finalement, Sébastien Piñera a obtenu gain de cause, puisque le terme exact est celui de convention constitutionnelle. Vous pouvez nous rappeler un petit peu les enjeux autour de cette bataille sémantique? Tout à fait, c'est une bataille sémantique qui en fait cache une bataille politique. Parler d'assemblée constituante, ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire élire une chambre directement du suffrage universel, qui ne mobilise pas et qui n'intègre pas les représentants du système politique actuel, pour, de manière totalement souveraine et sans aucune limite, pouvoir changer à sa guise, le cas échéant, toutes les règles du jeu, du système politique et de la vie démocratique et sociale du pays. C'est ça que ça veut dire, une assemblée constituante. Ça veut dire possiblement un processus qui met à la poubelle tout le système politique, l'organisation de l'État et les institutions du pays. C'est ça que ça veut dire. Bon. Et ça, il n'en voulait pas, M. Piñera. Donc il y a eu toute une négociation qui a chuté sur ce terme de convention constitutionnelle. Convention constitutionnelle, c'était l'idée de dire ça n'a pas le statut d'une assemblée constituante, donc c'est pas exactement une assemblée constituante. C'est quelque chose qui pourrait, le cas échéant, réformer ou changer la Constitution, selon ces débats, mais peut-être conserver l'actuel en la réformant. Ça veut dire ça, éventuellement. Ça veut dire aussi que ce processus, cette convention, elle peut intégrer ou pas des représentants des partis politiques de l'actuel régime. C'est ça que ça voulait dire. Et c'est d'ailleurs la première question qu'ont dû trancher les Chiliens. Mais au moins, il avait tenté d'avoir une réponse qui lui était favorable. C'était que lui, il aurait voulu que dans la Convention, il y ait des représentants des partis éscalités, donc qui lui permettait d'être massivement présent parce que son parti à la majorité, et puis une partie de gens issus du suffrage universel. C'était un schéma possible. Puis il y avait le deuxième schéma qu'ont plébiscité les Chiliens qui ont voté, qui était, non, en fait, on veut quand même que dans cette convention, il n'y ait que des représentants issus intégralement du suffrage populaire, sans représentants ès-qualité des députés actuels, des sénateurs actuels, on n'en veut pas. Donc, mais il a jusqu'au bout à chaque fois négocié, si vous voulez, lâché, etc., pour avoir ce qui était le moins pire pour lui, en quelque sorte. Mais les Chiliens ont décidé, lors du vote dont vous avez parlé l'année dernière, en 2020, ont décidé, oui, on veut une convention constitutionnelle, on veut un changement de constitution, et dans la méthode, on veut une convention qui soit intégralement composée de députés constituants qui ne font pas partie, qui ne sont pas déjà des dirigeants, des cadres ou des élus des partis politiques actuellement au Congrès actuel. Et c'est la situation dans laquelle on est, juste pour dire que les affaires sont compliquées, puisqu'il y a quand même la moitié des Chiliens qui n'ont pas voté à ce référendum. Hein. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie de la droite chilienne qui n'a pas voulu, même pas légitimer ce processus de convention constitutionnelle en ne votant pas. Hein. C'est ça leur jeu, c'est de dire cette convention, elle n'est pas tellement légitime parce que la moitié des Chiliens n'ont pas voté pour le changement de la Constitution. Mais dans la moitié qui a voté, ce qui au Chili par ailleurs est un score inédit depuis le retour de la démocratie, parce que les gens votent pas, ou très peu au Chili, et dans la moitié qui a voté, ils ont voté à 70-80% pour un changement de constitution et pour une convention constitutionnelle avec des délégués qui soient exclusivement issus du suffrage populaire et non pas des représentants des partis politiques. Alors revenons précisément sur la mécanique de cette élection. C'est donc 3000 Chiliens qui vont être appelés à élire 155 membres de la future convention qui sera strictement paritaire, avec un certain nombre de sièges réservés aussi, et ça c'est quand même assez inédit, il faut le souligner, aux Amérindiens. C'est assez important. Donc sur ce collège de 3000, je crois qu'il y a 2000 candidats indépendants. C'est ça. Le reste issu de partis politiques, avec une plateforme virtuelle qui a été mise en place pour faciliter les parrainages. Et alors là, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu tout ce processus qui semble quand même un peu... il y a quelques biais, en tout cas. Oui, le processus est compliqué parce que, justement, il est fait pour, si vous voulez, à chaque fois avoir des espèces de cliquets de sécurité qui permettent au gouvernement de ne pas trop perdre la main sur le fil du processus et des débats qui vont avoir lieu dans la Constituante. Donc, l'affaire est compliquée. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, justement, donc les Chiliens, à 50% qui ont voté, à 70-80% disent oui, on veut la Constituante, et oui, on veut une assemblée avec des délégués qui sont simplement issus du suffrage et non pas des partis. Bon, ça, c'est ce qui sort de l'élection. Mais que se passe-t-il ? Il y a deux lectures possibles. Alors, les règles du jeu
sont compliquées. Pourquoi ? Parce que si d'un côté, Piñera respecte le principe que tous ceux qui vont aller dans cette assemblée vont être élus pour y être et non pas sont déjà députés ou sont déjà sénateurs, ça il le respecte, mais il rend les règles très compliquées parce que vous pouvez vous présenter en tant que candidat indépendant. Par exemple, vous pouvez être candidate si vous souhaitez d'aucun parti, etc. Mais il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que si vous voulez bénéficier des financements publics de votre campagne et du temps dans les médias c'est très important. Les médias jouent toujours un rôle dans les campagnes électorales, etc. Si vous voulez bénéficier de tout ça, alors vous devez être parrainé par un parti politique. D'accord ? Donc, les partis politiques ne sont pas totalement hors jeu de cette affaire-là. Ils doivent parrainer des candidats qui peuvent être des candidats issus des militants de leur parti, pas des députés, etc., mais des militants, ou des gens qui ne sont pas des militants, mais qui passent par ce processus-là pour être parrainés. Et si vous êtes parrainé, alors vous aurez les financements et vous aurez le temps de parole dans les médias et d'exposition pour votre campagne. Donc on voit déjà à ce premier niveau, il y a quand même un contrôle des partis sur cette affaire-là, d'autant que, pour compliquer l'affaire, et souvent le diable est dans le détail, comme dit l'adage, le mode de scrutin joue, parce qu'en fait, pour élire les députés constituants, ils vont être élus sous le régime des circonscriptions législatives actuelles du Chili. C'est comme si, finalement, nous, on aurait une assemblée constituante en France, même processus, et que les gens qui voudraient être députés constituants se présenteraient dans des circonscriptions qui sont celles où s'organisent les élections législatives françaises. Alors, on sait bien que le jeu des circonscriptions et des modes de scrutin favorise toujours les partis au pouvoir. On sait bien que, là aussi, il y a des enjeux qui font que, par les modes de scrutin, vous favorisez les partis dominants, en tout cas. Et les partis, donc, c'est eux qui vont continuer d'aspirer les candidats en fonction d'un mode de scrutin qui va leur permettre d'être les parrains de candidats. Et chaque parti va retrouver finalement une espèce de contrôle où va pouvoir avoir des candidats labellisés qui représentent à peu près son espace politique et son poids politique. Donc ça, c'est le premier niveau de complexité et de contrôle du système des prochains élus. Et alors sinon, vous parlez de la plateforme. Vous pouvez être indépendant, vous pouvez... alors, il y a plein de candidats, justement, qui sont issus des mouvements sociaux, des mouvements populaires, qui ne veulent pas cautionner et passer par le système du parrainage, qui vont se débrouiller tout seuls. Alors, il y a une espèce de coopérative, c'est une plateforme où ils travaillent tous ensemble pour arriver à un niveau... si vous voulez, de candidats qui leur permet d'avoir accès à du temps de médias et aussi à des financements. Mais l'affaire est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup moins lisible parce que tout ça va agglomérer des gens très différents qui n'ont pas un programme commun, etc. Donc chaque candidat va arriver avec ses sensibilités, ses exigences sur une plateforme commune, mais il n'y aura pas une ligne politique commune, une direction de cette liste-là. Donc ça va être très compliqué, à mon avis, en fait, concrètement. C'est pour ça que je disais qu'il y avait deux lectures, parce que il y a ceux qui disent c'est super ce processus, parce que c'est inédit dans l'histoire chilienne. Enfin, on va arriver à changer la constitution des années 80 de Pinochet. Elle est strictement paritaire. Ça, c'est vrai que ça n'existe nulle part, à ma connaissance. C'est l'offensive des mouvements néo-féministes dont on a parlé tout à l'heure. Alors d'ailleurs, on voit que ça peut jouer et que c'est super, et en même temps, ça reste aussi dans un carcan qui ne modifie pas les structures économiques et sociales ou politiques. Donc c'est compliqué. Mais enfin, en tout cas, la moitié est paritaire. Ça, je crois qu'il n'y a aucune assemblée où ça existe. Non, ça existe. La place des Amérindiens, vous l'avez dit. Donc, il y a des gens qui disent, voilà, ça c'est formidable, il faut jouer le jeu, il faut y aller, et on verra bien jusqu'où on peut aller là-dedans, etc. Puis vous avez une autre lecture plus critique, qui est de dire c'est un piège. Parce qu'en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à Piñera à finalement refermer le mouvement et à éteindre la rue. Voilà, en proposant un processus très long, complexe, qui va nous diviser entre nous, parce qu'entre ceux qui veulent être parrainés par les partis, ceux qui veulent pas être parrainés par les partis, et ceux qui veulent pas être parrainés par les partis, ils n'ont pas tous le même point de vue sur ce qu'ils voudraient changer dans la Constitution, ils sont pas audibles, ils sont pas visibles, ils n'auront pas les mêmes financements. Bref, on va se retrouver finalement complètement marginalisés dans un processus qui va finir par quoi à la fin ? Par des changements qui ne seront pas très importants de la Constitution, parce que les partis parrainent et contrôlent les candidats, et parce qu'une fois que l'Assemblée sera élue, donc les 15 et 16 mai, elle aura 9 mois pour travailler, plus un rabais, un bonus de 3 mois possible. Donc au bout de 9 ou 12 mois, il y aura un nouveau texte.
Ce nouveau texte sera ensuite soumis à référendum de nouveau des Chiliens qui diront oui ou non, on veut cette nouvelle constitution. Bon, donc un processus électoral très long. Voilà, qui nous emmène quasiment au printemps 2022, grosso modo. Donc c'est compliqué. Et puis en plus, ils disent, les critiques, qu'il y a un deuxième niveau de contrôle du gouvernement et des partis, et de la droite en particulier, puisque la droite domine le Congrès chilien. C'est quoi le deuxième niveau de contrôle? C'est que la règle de la constituante qui a été élaborée donc, dans l'accord dont je parlais entre les partis, mais sur proposition du gouvernement, c'est que chaque décision, chaque proposition qui sera votée par l'Assemblée, qui intégrera le texte final, devra l'être à une majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée. Ça veut dire que s'il y a 1/3 de députés qui refusent une proposition, elle est retoquée. C'est une minorité de blocage, c'est ce qu'on appelle un veto. Et pourquoi ce tiers? Parce qu'aujourd'hui, les enquêtes d'opinion au Chili indiquent quoi, par exemple? Elles indiquent que la droite chilienne de M. Piñera peut espérer environ 40% des sièges de la constituante à partir de leur système de parrainage, etc., de leurs candidats. Et donc, ils auront le tiers nécessaire à bloquer, s'ils le souhaitent, des propositions qui seraient jugées trop radicales de changement de cette constitution. Donc c'est pour ça que ceux qui sont des partisans d'une lecture critique du processus disent c'est un truc qui va se retourner contre nous à la fin parce qu'il n'y a plus de mouvement dans la rue et la constituante va finalement essorer et un peu comme on dit par inanition va finalement anesthésier ce qui était la sève disons, transformatrice de ce demande de changement de constitution. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, un peu le débat qu'il y a au Chili, en tout cas au sein, on va dire, des mouvements populaires, des mouvements sociaux, de la gauche chilienne. Ils sont très divisés sur toutes ces questions-là, ce qui fait par ailleurs que ça les divise, alors que la droite, elle est unie, elle fait bloc pour minimiser au maximum et limiter au maximum, avec tous ces mécanismes, les possibilités de changements radicaux de cette constitution. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais quid de l'opposition dans cette affaire qui a brillé par son silence, par son absence, sachant qu'il y a un autre enjeu électoral très important en novembre 2021, c'est l'élection présidentielle. Tout à fait. Pour ça, juste, l'affaire est compliquée parce que, alors, c'est vrai que l'opposition, en gros, il y a le centre-gauche, qui est solidaire de l'accord politique et social qui a été signé et qui a donné naissance à tout ce dont on vient de parler. Il y a une bonne partie d'une coalition qui s'appelle le Frente Amplio, qui est le front élargi, on dirait en français, qui est un peu c'est un peu schématique ce que je dis, je m'en excuse. On va dire que ce sera un peu la gauche de la social-démocratie, un peu, jusqu'à la gauche radicale au Chili. Alors un mouvement très intéressant d'ailleurs, très jeune aussi, lié au mouvement étudiant de la fin du début des années 2010, justement, le Frente Amplio, avec une génération de députés qui ont 25 à 35 ans, enfin très dynamique, etc., assez urbain, universitaire, intellectuel. Alors eux, ils ont signé aussi largement l'accord. Une partie s'est dissociée d'eux, donc il y a une crise au sein du Frente Amplio, parce qu'ils avaient la lecture critique que j'ai essayé de vous exposer. Le Parti communiste chilien n'a pas souhaité participer à ça. D'emblée a dit c'est un jeu de dupes, en quelque sorte. Voilà. Et puis, vous avez d'autres partis qui gravitent autour de ça et de mouvements sociaux qui sont sur la ligne critique. Donc, du coup, l'opposition, elle est un peu fragmentée, si vous voulez, dans l'entrée de ce processus-là. Donc, elle va aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais l'opposition, aujourd'hui, elle est divisée, elle n'arrive pas unie dans ce processus entre ces divisions et entre les plateformes autonomes dont j'ai parlé. Donc, éparpillement. Et aujourd'hui, alors, je crois qu'elle représenterait, je regarde mes chiffres parce que je les ai plus exactement en tête, j'avais pris, c'est à peu près, voilà, on est autour de 40% en tout du vote possible dans les sondages. Donc c'est à peu près 40%. Et les indépendants, ce serait 19%. Donc vous avez 40% la droite, 40% le centre-gauche et la gauche, et 20% ce qu'on appelle les indépendants. Ça fait à peu près ça, la photographie actuelle. Mais avec les modes de scrutin, je vous donne juste un exemple, les indépendants à 20% des intentions de voix n'ont que 4% des sièges. Pour eux. La gauche radicale, 20%, elle a à peu près 20% des sièges. Donc là, c'est à peu près symétrique. Là, le centre-gauche, il a 25% des sièges et à peu près 25% des intentions de vote et 30% des sièges. Donc là, on voit que ça se renverse à la faveur des partis plus modérés jusqu'aux conservateurs, puisque la droite, avec 32% des intentions de vote, elle a plus de 42% des sièges. Ça, c'est le jeu des circos entre les forces dominantes, disons, traditionnelles du jeu politique chilien, qui donne cette photographie. Et la droite, je vous dis, avec un gros tiers des votes, va avoir 40% des sièges. Donc elle aura la minorité de blocage. Donc ça accrédite effectivement ces
Ces analyses un peu critiques qui ça parlent donne, d'un pari risqué, en tout cas. Oui, c'est un pari risqué. Ça donne quand même des arguments à la lecture critique qui nous rappellent que à peu près le vote pour le changement de constitution, c'est 70% des intentions de vote aujourd'hui et c'est à peine 55% des sièges de cette Assemblée. Donc voilà, ils disent que toute la mécano, en quelque sorte, organisationnelle de la Constitution. Donc je dis ça parce que je me permets d'être un peu long sur le sujet, parce que pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, il y a le principe et la mise en œuvre. Et en général, ce qui fait la différence, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que comment vous organisez les choses, ça vous donne comment vous gérez politiquement les dynamiques. Et donc là, vous voyez que les mécaniques sont plutôt favorables à une certaine maîtrise, disons, par les partis dominants du processus. Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, quelques jours avant le déclenchement de cette révolte, le président Piñera s'était fendu d'un communiqué où il rappelait que le Chili était un oasis de calme dans un continent en ébullition, celui de l'Amérique latine. On le voit aujourd'hui, le Chili rejoint la liste des pays latino-américains qui connaissent des convulsions, on va dire, chroniques. Les 2 dernières années, le Venezuela, Bolivie, Équateur. Comment vous expliquez, Christophe Ventura, de quoi cette instabilité est-elle le nom sur ce continent ? Écoutez, l'Amérique latine, et singulièrement l'Amérique du Sud, est une des régions qui a été plus frappée par la crise financière internationale de 2008. L'impact de ces crises financières internationales sur le plan économique et social a été dévastateur pour l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays dont les économies sont basées essentiellement sur l'exploitation et l'exportation de matières premières et de ressources naturelles dans le commerce international, et vers l'Europe, la Chine et les États-Unis. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008, tout ça s'est effondré, des années de récession partout en Europe, on s'en souvient, la crise de l'euro, toutes ces choses-là. Les États-Unis, stagnation économique qui va coûter la fin de son mandat à Barack Obama et l'arrivée de Donald Trump. La Chine va diviser par 3 son taux de croissance annuel, il faut dire, il était à 18%, c'est presque de la folie. Aujourd'hui, il est à 6 ou 7, ça fait rêver beaucoup de gens, mais pour les Chinois, c'est quand même 3 fois moins qu'il y a 10 ans, grosso modo. Bref, tout ça va se traduire par, si vous voulez, un affaissement des exportations et puis aussi de la valeur des matières premières qui s'effondrent littéralement au cours des années 2010. L'Amérique latine, entre 2010 et l'avant-arrivée de la pandémie, d'accord, c'est les pires années économiques de l'Amérique latine depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est avant l'arrivée de la pandémie. Les pires années, voilà. Ça se traduit par augmentation du chômage, résurgence des inégalités sociales. Rappelons toujours que l'Amérique latine, c'est la région du monde où les inégalités sociales sont les plus fortes sur la planète. C'est pas la région où il y a la pauvreté la plus forte, mais où les inégalités sont les plus fortes, c'est l'Amérique latine. La pauvreté, c'est quand même 35 à 40% de la population, il faut avoir ça en tête, malgré tout. Donc toutes ces choses-là vont, de nouveau, si vous voulez, s'aiguiser. Pauvreté, l'Amérique latine, c'est la région du monde où plus de la moitié des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le système informel, c'est-à-dire sans contrat de travail, sans droits sociaux précisément, etc. Donc dès qu'il y a des problèmes économiques, boum, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas d'amortisseurs sociaux pour ces gens-là, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'assurance risque, etc. C'est ce qu'on appelle nous l'État social. Bref, c'est ça qui s'est passé en Amérique latine. Et du coup, l'instabilité, elle vient de là. C'est que ça a complètement fait chanceler tous les gouvernements, fussent-ils de gauche ou de droite. J'insiste là-dessus parce que parfois, souvent, il y a une lecture en disant il y a eu la gauche, puis après, il y a eu la droite. Non, c'est pas comme ça. Il y a une sorte de dégagisme, en fait. Voilà ce qui se passe en Amérique latine. Il y a un vent de dégagisme dont on n'a pas fini aujourd'hui de chroniquer, si vous voulez, les développements. Encore récemment au Chili, mais aussi en Équateur ou au Pérou, aux élections. Et si vous voulez, ce dégagisme, il se traduit par le fait que les sortants sont sanctionnés dans tous les pays. Il se traduit par le fait que les niveaux de défiance des populations vis-à-vis des institutions de l'État et des organisations représentatives n'a jamais connu ce niveau-là. C'est inconnu en Amérique latine. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que dans tous les pays, le taux de confiance dans les partis, l'État, le gouvernement, les syndicats, les médias, c'est en Amérique latine qui sont parmi les plus faibles au monde. Je ne vais pas vous donner même les chiffres, mais sachez que c'est à peine plus de 10% des latino-américains qui ont confiance dans les partis politiques en Amérique latine. C'est ça. Défiance. Défiance, il y a une désaffiliation, en quelque sorte, des majorités des populations avec le gouvernement, les partis politiques, etc. Et ça vous donne du Jair Bolsonaro d'un côté, ça vous donne du processus constitutionnel au Chili de l'autre, ça vous donne des élections dont les scénarios sont bouleversés à chaque scrutin parce que d'un coup on passe d'une majorité d'un côté à une autre, la sortie de candidats anti-système, etc. Tout ça montre des systèmes qui sont en crise et des systèmes politiques
qui ne sont pas simplement en crise, c'est des régimes qui sont en crise et qui sont incapables, en réalité, de solutionner les problèmes des sociétés latino-américaines aujourd'hui. Et donc, on est dans cette espèce d'intermède, en quelque sorte, qui va durer encore, à mon sens, en Amérique latine, et qui peut donner des poussées populaires, mais qui peut donner aussi des poussées restauratrices, conservatrices. Et c'est ça le match aujourd'hui qui se déroule en Amérique latine et qui n'épargne personne. Et tout ça sous l'œil alerte, j'ai envie de dire, de puissances étrangères. Je pense à la Chine et à la Russie, notamment, qui investissent de plus en plus dans les secteurs énergétiques, notamment au Chili. Est-ce que ça désigne déjà l'importance géostratégique de l'Amérique latine, mais comment vous voyez cette évolution? Est-ce que là encore, il y a des reconductions du type dépendance étrangère possible? Alors, à mon sens, l'Amérique latine est devenue la région du monde où se joue une bonne partie du rapport de force entre les États-Unis et la Chine. Parce qu'on est dans la zone d'influence traditionnelle des États-Unis depuis le début du XXe siècle, la fin du XIXe, au moment de l'indépendance de Cuba. Eh bien, aujourd'hui, les Américains se font damer le pion par les Chinois, quasiment dans eux ce qu'ils appellent le backyard, c'est-à-dire leur jardin, leur arrière-cour latino-américaine. Et donc, ce rapport de force, il va faire que s'aiguiser dans les années qui viennent. La Chine, effectivement, vous avez raison de le pointer, dans toutes ces années de changement là, des années 2000 et 2010, est devenu le deuxième partenaire commercial et économique des latino-américains, le premier de tous les pays sud-américains, en lieu et place des États-Unis, justement. Et donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'il faudra suivre, c'est ce rapport de force qui est économique, commercial, financier, mais qui va devenir stratégique et même militaire à terme entre les Chinois et les Américains. Donc c'est là en Amérique latine que ça va se jouer, cette affaire-là. Enfin, une bonne partie de ce rapport de force va se jouer là. Il va se jouer en Asie et en Amérique latine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, avec Joe Biden, se posent une question par rapport à l'Amérique latine, même si ce n'est pas la priorité de leur politique étrangère aujourd'hui, c'est plutôt le Moyen-Orient. Mais justement, il y a la présence chinoise, mais il y a aussi la présence russe, qui est plus limitée, mais qui aujourd'hui grandit d'ailleurs avec le véhicule vaccinal, avec le Sputnik, et qui aujourd'hui est sollicité, plébiscité par plein de gouvernements latino-américains, là aussi indépendamment de leur couleur politique d'ailleurs. Donc la Russie entame et développe des coopérations technologiques, techniques, en matière d'hydrocarbures aussi, en matière donc maintenant sanitaire avec les latino-américains. Et ça, c'est un problème pour les États-Unis qu'ils vont avoir à résoudre dans une situation où leur hégémonie peut encore se défendre, mais à mon sens est en déclin relatif. C'est-à-dire que les États-Unis ne pourront plus, prétendre à, si vous voulez, être la puissance qu'ils ont été, en particulier en Amérique latine. Ils vont devoir apprendre à coexister avec de nouveaux acteurs que sont les Chinois et les Russes. Mais pour les latino-américains, c'est une question existentielle aussi. C'est comment se positionner entre tout ça. Est-ce qu'ils vont sortir d'une dépendance pour aller vers une autre, ou est-ce qu'ils vont construire un destin plus, autonome sur la scène internationale? Est-ce qu'ils sont capables de s'unir un petit peu plus? Est-ce qu'ils sont capables de créer une communauté de destin latino-américain et une intégration régionale qui est plus forte et qui leur permettrait d'être plus autonomes par rapport à ces grandes puissances qui vont se battre chez eux, en quelque sorte, d'abord pour leurs ressources naturelles. N'oublions pas, l'Amérique latine, c'est un des principaux gisements de ressources naturelles de la planète. Et ensuite, sur le plan politique, etc., pour pouvoir se sortir un petit peu de ces convulsions et de ces limites dans lesquelles les États latino-américains sont structurellement enfermés. Donc ça, c'est une des grandes questions pour les pays latino-américains dans ce 21e siècle. Christophe Ventura, vous parliez de l'influence russe, notamment par le levier vaccinal. On peut faire un petit point sur la gestion de la pandémie au Chili, on n'en a pas parlé. On parle de paradoxe chilien parce que le Chili est un des pays les plus vaccinés. Je crois que c'est un Chilien sur deux quasiment qui est vacciné. Et en même temps, on observe une flambée de nouveau de l'épidémie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est vrai que la situation sanitaire du Chili est assez intéressante à expertiser parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas si mystérieuse d'ailleurs. D'abord, encore une fois, la période pour Sébastien Piñera l'engage à faire très attention, si vous voulez, sur le plan social, à ce qu'il n'y ait pas des nouvelles flambées de contestation. Donc, il lâche des choses, on l'a dit. Et donc, du coup, il a pris à bras-le-corps cette affaire en achetant du vaccin partout où il a pu jusqu'à présent. Il a acheté du vaccin américain, il a acheté du vaccin chinois, peut-être achètera-t-il du russe, pour vacciner un maximum de la population. Vous l'avez dit, c'est à peu près un peu moins de la moitié des gens qui ont reçu une première dose de vaccin au Chili, dans un pays qui est durement frappé par le virus, qui a été un des premiers durement frappé. Alors, ça, c'est d'un côté.
Donc oui, c'est un des pays, je crois, le 5e ou le 6e qui vaccine le plus au monde. Troisième peut-être. Bon, alors voilà, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi une reprise, une flambée épidémique. C'est-à-dire que là, il y a une reprise importante. Il y a encore eu hier, avant qu'on enregistre, je ne sais plus, quelques milliers de cas de nouveau. Enfin, l'augmentation des cas reprend aussi. Donc il y a les deux phénomènes. Il y a plus de vaccination et plus de virus qui se propagent. Pourquoi ? Parce que le virus il se propage du fait des mauvaises conditions de logement de beaucoup de Chiliens dans les quartiers pauvres, les quartiers populaires, qui empêchent la mise en place des mesures de distanciation physique, qui empêchent de se laver les mains quand il n'y a pas d'eau, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, et on arrive là au paradoxe, parce que le problème chilien est à l'image du reste du monde, c'est qu'il y a le problème de la pandémie, c'est surtout le problème des systèmes de santé. Pourquoi il y a des problèmes ? La pandémie est fortement contagieuse, c'est vrai, mais le problème, c'est que du coup, la saturation des systèmes de santé arrive immédiatement, parce qu'il n'y a pas assez de lits, parce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas assez de tout ça. En France, on a le même débat. Au Chili, c'est exactement ça. C'est qu'en même temps, vous avez un pays qui, dans l'urgence, vaccine beaucoup, puis vous avez un pays qui a un système de santé totalement qui est sous-financé, sous-équipé, surtout très inégal, encore une fois, dans son accès. Vous pouvez être très bien soigné au Chili, à la seule condition que vous puissiez payer. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas payer, vous n'êtes pas soigné au Chili. C'est ça le problème. Donc les lits d'hôpitaux, le matériel qu'il faut pour lutter contre le Covid, au Chili, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est très restreint. Et du coup, il y a une sorte de bouchon, si je puis dire, qui fait que d'un côté, vous avez la vaccination, puis de l'autre, les gens ne sont pas soignés ou mal soignés, et ça se propage. Donc ça, c'est ça le paradoxe chilien. Maintenant, tout ça intervient dans une région dont il faut rappeler qu'elle est l'épicentre, le foyer mondial de l'épidémie de Covid-19, avec une épidémie variant au Brésil hors de contrôle. C'est très inquiétant. En plus, le Brésil est un pays immense, c'est un pays continent, c'est 210 millions d'habitants. Et puis, rappelons-le, juste un chiffre, la population latino-américaine, c'est 8% de la population mondiale, c'est un quart des morts du coronavirus dans le monde. Ça vous donne l'ampleur, si vous voulez, de l'impact de cette pandémie dans la région. Et là, il y a une reprise de l'épidémie partout en Amérique latine, on le constate. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on se dit intervient sur un fond malheureusement assez préoccupant, parce que sur le plan sanitaire, c'est loin d'être fini. L'épidémie est très très forte en Amérique latine, elle va continuer encore, et les systèmes de santé sont incapables de gérer ça de manière robuste. Donc, tout ça intervient là avec, comme conséquence aussi sur le plan économique, la pire crise économique de toute l'histoire latino-américaine. Je vous disais tout à l'heure que les années 2010 étaient les pires performances depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec la pandémie, c'est la pire crise économique que l'Amérique latine n'ait jamais connue depuis le siècle des indépendances. Ça démarre en 1821, c'est vous dire jusqu'où ça remonte. Donc là, on est vraiment projeté dans une situation très sombre en Amérique latine, qui va donner des dynamiques politiques qui ne vont pas cesser de nous surprendre, je pense, dans les mois à venir. Je vous remercie infiniment, Merci. Christophe Ventura, pour nous avoir éclairé sur toutes ces questions majeures qui concernent le Chili et l'Amérique latine dans son ensemble. Et pour finir cet entretien, je voulais rendre hommage à un écrivain chilien qui nous a quittés il y a quelques mois, qui est Luis Sepúlveda, qui a écrit un de ses derniers textes, d'ailleurs, consacré à la révolte chilienne, qui s'appelle Oasis asséché. Tout à fait. Voilà, qui est un texte magnifique. Donc je vais vous lire les dernières lignes de ce texte. Il n'existe pas de rébellion plus juste et plus démocratique que celle qui secoue le Chili, et il n'existe pas de répression si dure et criminelle soit-elle qui puisse entraver un peuple qui se lève. Voilà, je trouvais que c'était assez... Il dit tout mieux que nous. Il dit tout, voilà. Tout ce qu'on a essayé de dire, en tout cas, il le dit de manière beaucoup plus poétique et forte. Tout à fait. Merci infiniment. Merci. Blast est un média indépendant. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. À bientôt sur Blast.